Confrontée à une crise humanitaire et sécuritaire, la Première ministre Judith Suminwa a convoqué les responsables gouvernementaux et services de sécurité. Objectif, sécuriser et restaurer l'autorité de l'État et préparer le retour des populations déplacées. Et puis un autre titre dans ce journal, lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle loi financière par la ministre des Affaires foncières. Cette loi promulguée par le président de la République vise à mettre fin aux conflits liés à la terre et à renforcer la sécurité juridique. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Arrivé hier dimanche à Davos, en Suisse, Félix Tshisekedi va participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial autour du thème « Un esprit de dialogue ». La participation du président de la République à ce forum vise à positionner la RDC comme pays solution au cœur des enjeux et défis majeurs du monde dans le secteur clé comme la transition énergétique et technologique. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Connue pour sa station alpine de ski, la commune suisse de Davos est aussi réputée pour l'organisation chaque année du Forum économique mondial, l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde. Les forums économiques mondiaux de Davos réunissent des patrons de multinationales, de banquiers, de milliardaires, de puissants décideurs politiques et économiques et des intellectuels influents du monde entier. Cette année, plus de 60 chefs d'État et de gouvernement parmi les 2500 participants convergent à Davos pour ces grandes messes économiques. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce dimanche soir en Suisse par l'aéroport de Zurich. Les chefs de l'État a pris ses quartiers sous les Alpes et entend porter la voix de la RDC parmi les autres décideurs. En salle de conférence, dans les coulisses des belvédères ou à travers des rencontres B2B, Davos se veut une plateforme d'échange de vues sur les problèmes de la planète et des solutions qu'il serait possible d'y apporter. Considéré à juste titre comme un pays solution sur les climats, la biodiversité et la transition énergétique, la République démocratique du Congo se positionne aujourd'hui comme un pays solution au pluriel. Avec son potentiel unique, la RDC choisit d'activer par des partenariats stratégiques ces multiples solutions dans un cadre de dialogue fondé sur la souveraineté et la paix vérifiable. C'est le message que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entend apporter aux décideurs réunis à Davos. La prise de parole du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est donc très attendue ici à Davos autour de multiples solutions dont dispose effectivement son pays. Pour le président de la République, il y a de la place pour tout le monde, mais à une condition: travailler avec la République démocratique du Congo dans la transparence et dans le respect de ses intérêts stratégiques. Je l'ai dit au sommaire, la situation demeure préoccupante à Uvira, au sud Kivu, face à l'urgence humanitaire et sécuritaire. La première ministre Judith Suminwa a réuni ce lundi les responsables clés et des services de sécurité pour coordonner une réponse rapide visant à sécuriser la ville et faciliter le retour des déplacés. Un reportage d'Emmanuela Commissaire et Joe Coucou. Uvira, au cœur des priorités nationales. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira au sud Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce lundi à Kinshasa une réunion d'urgence de haut niveau consacrée à la coordination de la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire de l'État. Autour de la chef du gouvernement, plusieurs membres de l'exécutif, les services de sécurité, la direction générale des migrations et des experts humanitaires. Objectif, rétablir l'autorité de l'État, sécuriser la ville et protéger les populations civiles. Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent. Et donc, nous avons eu l'occasion, avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont, par exemple, au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, et c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important
que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Selon le gouvernement, la priorité reste la réinstallation effective des services publics après la sécurisation de Vira par les FARDC et la police nationale. Le retour des autorités provinciales interviendra dès que les conditions seront réunies. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. 267 000 Congolais sont réfugiés au Burundi et en Tanzanie. Aucun retour massif ne sera engagé sans évaluation préalable. La justice sera mobilisée afin que les crimes commis ne restent pas impunis dans le respect de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Et puis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est achevée en prolongation sur le sacre du Sénégal face au Maroc, pays hôte de la compétition. Les Lions de la Teranga ont battu dans une finale à rebondissement les Lions de l'Atlas du Maroc par 1-0. Cédric Kenina revient sur les temps forts de cette rencontre. Du suspense, de l'engagement, de l'électricité dans l'air, la finale de la CAN au Maroc a tenu toutes ses promesses d'un duel au sommet. 90 minutes d'une finale mouvementée jusqu'aux arrêts de jeu quand le Maroc obtient un penalty qui n'a pas enchanté du reste les Lions de la Teranga qui sont sortis de la pelouse en signe de protestation. Une dizaine de minutes d'interruption et le penalty a été finalement raté par Brahim Diaz. Les Sénégalais repartent alors avec de bien meilleures intentions pour punir les Lions de l'Atlas. Et c'est ce qui arriva sur une frappe lointaine de Pape Gueye qui a nettoyé la lucarne du portier marocain Bounou. Un match sous tension qui a vu finalement les Sénégal sur le toit de l'Afrique. Les champions d'Afrique. Les champions d'Afrique. La police de circulation routière de Kinshasa a été renforcée pour juguler les embouteillages dans la capitale. Une unité spéciale mise en place par l'hôtel de ville de Kinshasa et la police nationale a été présentée ce lundi lors d'une parade au stade de Martyrs, nous dit Gustave Chimbundu. La présentation de l'unité spéciale chargée d'appuyer les policiers de circulation routière dans la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, c'est l'objectif de la parade tenue ce lundi 19 janvier au stade de Martyrs. Le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, Israël Kantubakoulou, a indiqué les objectifs consignés à cette unité. Les autorités nous ont instruits de prendre des initiatives pouvant permettre à la population de circuler en toute sécurité. La police travaille 24 heures sur 24. Nous n'avons pas créé une nouvelle unité pour compléter ou remplacer une autre. Ce sont des éléments mis à part pour venir à la rescousse, protéger et appuyer la PCR. Celle-ci n'a pas pu tenir pour bien assurer la circulation routière. En vue de remédier à cette faiblesse, nous avons apporté à travers cette unité du sang nouveau pour les secours afin qu'ils rentrent dans les droits chemins. Désormais, les carrefours quinois à problème seront sous le contrôle de ces éléments sélectionnés dans différentes unités de la police pour leur bon rendement. Ils devront disperser les marchés pirates, les parkings illégaux qui occupent impunément les carrefours et travailleront au contrôle des permis de conduire et de la certification du contrôle technique des véhicules. Cette unité travaillera également en collaboration avec la brigade spéciale de l'hôtel de ville et les équipements d'assainissement de la ville, ce qui va permettre le désengorgement de points chauds de la capitale.
Et puis ce communiqué, les forces armées de la République informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elles ont pris le dimanche 18 janvier 2026 le contrôle de la ville d'Uvira au sud Kivu après le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Par ailleurs, elles déplorent le pillage systématique de la ville par les militaires de la coalition AFC M23 RDF avant leur évacuation. Une vingtaine de civils pillards ont été interpellés et sera déféré devant la justice. Les FRDC poursuivent leur déploiement dans la ville d'Uvira et ses environs afin de consolider leur position et sécuriser les personnes et leurs biens. C'est un communiqué signé Mongwa Azukai Mike, lieutenant-colonel, porte-parole intérimaire des forces armées de la République. Dès la semaine prochaine, le contrôle des documents exigés pour la circulation routière à Kinshasa va reprendre après une trêve de près d'un mois. C'est le gouverneur de la province, Daniel Bumba, qui a fait cette annonce. On l'écoute. Quinoises et Quinois, notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur du transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique, sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. Qui se sont récemment abattus sur la ville de Kinshasa ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs quartiers de la capitale, causant d'énormes dégâts matériels. Face à cette situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a appelé à l'accélération des travaux de construction et de réhabilitation des caniveaux et ouvrages d'assainissement lors d'une réunion avec les experts de l'OVD et la CGT. Serge Merlamata nous en dit plus. L'objectif de cette séance de travail était clair: établir un diagnostic précis de la situation actuelle, évaluer et identifier les causes structurelles des inondations récurrentes et de définir des solutions urgentes et durables. Question de protéger les populations et les infrastructures urbaines. Face à l'urgence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a insisté sur l'impératif d'accélérer les travaux de construction et de réhabilitation des caniveaux, collecteurs et ouvrages d'assainissement, notamment aux abords du Palais du Peuple et le long du boulevard Triomphal, des zones particulièrement exposées aux accumulations d'eau pluviale. C'est dans le but d'assurer une canalisation efficace. L'autorité urbaine de Kinshasa s'est par la suite félicitée des progrès déjà enregistrés jusque-là sur certains axes stratégiques où les travaux entrepris ont permis de réduire sensiblement les temps d'écoulement des eaux. Une amélioration notable qui, selon lui, témoigne de l'efficacité des interventions ciblées. Conscient de l'ampleur du défi, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a appelé les Quinois et Quinoises au calme et à la patience. Il a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement provincial de Kinshasa à faire de la lutte contre les inondations une priorité dans le but d'améliorer durablement les cadres de vie des Quinois. Pour l'heure, des études techniques approfondies sont en cours afin de proposer des solutions adaptées aux réalités de la capitale.
Mégapole de plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa fait face chaque année à des graves inondations en cause l'insalubrité, l'accumulation des déchets et les inondations, les immondices plutôt, qui obstruent les caniveaux et empêchent l'écoulement des eaux de pluie, une situation qui favorise la propagation des maladies hydriques telles que la typhoïde et le choléra. Des tas d'immondices jonchent les rues de Kinshasa sous l'œil complaisant des populations. Ici, on vend à côté des ordures, là on cohabite avec la saleté. Voilà l'image qu'offre une bonne partie de la ville. Nous sommes nombreuses à marchander ici et nous payons toujours les taxes. Nous demandons aux autorités d'évacuer ces ordures car ceci est à la base de plusieurs maladies. Faute de décharges publiques, les populations déversent des immondices dans des caniveaux, les bouchant et empêchant ainsi les eaux de pluie d'évacuer. Le marché n'est pas clôturé, c'est toutes les parcelles environnantes qui viennent jeter les immondices dans le marché. Kinshasa aujourd'hui, j'ai été en Boujuma il n'y a pas longtemps, d'ici le mois d'août, et je n'ai pas vu ce que je vois à Kinshasa. J'ai été à Lubumbashi, ce n'est pas ce que je vois à Kinshasa. D'où, ici, il y a une grande quantité de production des immondices qui est produite d'abord par la population. Mais ils ne savent pas là où le mettre. Des fois, ils le mettent dans des rivières. Vous verrez avec quelqu'un avec une moto qui a des 3 pneus, qui vient là, qui s'arrête, qui commence à jeter les immondices dans les rivières. Donc quand la pluie vient, ça déborde. C'est ça aussi le problème. Parce qu'il n'y a pas les endroits appropriés pour jeter les immondices. En matière de salubrité, Kinshasa peut beaucoup apprendre de la cité d'Nkamba. Les responsabilités sont partagées. Un reportage de Béatrice Chako. Et de son côté, à Kananga cette fois-ci, la Fondation Honoré Joukaï a mené une vaste opération d'assainissement au complexe scolaire Athénée Royal de Kamaï. Le but est de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kananga, en province du Kasaï central. Reportage. Face aux cris d'alarme répétés des habitants des environs, dénonçant l'état avancé d'insalubrité autour du complexe scolaire Athénée Royal de Kamaï, une vaste opération d'assainissement a été menée le samedi 17 janvier 2026 dans la ville de Kananga. L'initiative est l'œuvre de la Fondation Honoré Joukaï dans le cadre de son engagement citoyen et communautaire. Alertée par ses préoccupations jugées légitimes, la Fondation Honoré Joukaï a décidé de passer de la parole à l'acte en organisant une action de salubrité publique de grande envergure, saluée par les riverains et les autorités locales dès les premières heures de la matinée. Une mobilisation remarquable a été observée sur le site. Objectif, évacuer les immondices et la remise en état de l'environnement immédiat de cet important établissement scolaire. L'Athénée Royal avait trop de saleté. Il y a même des images qui circulaient dans des réseaux sociaux. On demandait à ceux qu'il y ait des intervenants, les gens volontaires qui peuvent rendre l'Athénée Royal là où nos élèves étudient propre. Donc nous, en tant que fondation qui soutient la vision du chef de l'État, dans la province du Kasaï central, on ne pouvait pas se laisser faire. On est venu répondre favorablement à l'appel de la population pour venir rendre l'Athénée Royal propre. Nous allons bien achalander, bien améliorer pour qu'il y ait des espaces vides pour que les élèves aient l'accès d'y entrer. À travers cette initiative, la Fondation Honoré Joukaï réaffirme sa volonté de rester un acteur de terrain proche des réalités et des préoccupations de la population et résolument engagé dans la promotion des valeurs de solidarité, de civisme et de patriotisme au service du développement durable et du bien-être de la communauté congolaise. Jeudi au sommaire, la ministre des Affaires foncières a procédé au lancement de la campagne nationale de vulgarisation de la nouvelle loi foncière promulguée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette loi vise à mettre fin aux conflits liés à la terre et à renforcer la sécurité juridique de la ville au territoire. Reportage.
En séjour au Kasaï oriental depuis le 13 janvier, la ministre des Affaires foncières, son Excellence Madame Onet Gentili, a lancé ce mercredi 14 janvier la campagne nationale de vulgarisation de la loi foncière numéro 25/62 du 30 décembre 2025. Un texte promulgué par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est destiné à moderniser la loi foncière de 1973. D'Embujima à Mweneditu jusqu'à Kabeyaka Mwanga, la ministre des Affaires foncières, Onet Gentili, a conduit des séances d'échange et d'explication avec les autorités locales autour du contenu et des enjeux de la nouvelle loi foncière, laquelle vise à mieux sécuriser les droits fonciers des Congolais et à prévenir les conflits liés à la terre. En cette période d'agression à l'est du pays, il nous est nécessaire de sécuriser nos frontières et de sécuriser nos terres. Parce que cette guerre, elle vise quoi? Nous prendre une partie de nos terres. Donc voilà toute la responsabilité que nous devons porter sur nos épaules et nous devons compter sur chacun d'entre vous. Conflit foncier, insécurité juridique, pratique héritée de la loi de 1973. Malgré l'existence d'un cadre légal, la gestion des terres en République démocratique du Congo est longtemps restée une source de tension. Face à ces constats, Onet Gentili avait engagé, dès sa prise des fonctions, un projet de réforme pour adapter les droits fonciers aux réalités actuelles du pays. Une nouvelle loi qui doit réunir tout le monde, tous les secteurs, et surtout nous les autochtones, nous les chefs coutumiers, les sociétés, et vers l'État. Parce que madame vient de préciser pour dire que c'est vous les chefs coutumiers et les gardiens des terres. Cette tournée constitue la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de rapprocher les prescrits de la nouvelle loi foncière des réalités de la population locale et d'en garantir l'application effective sur toute l'étendue du territoire national. Samuel Bemba appelle à la mobilisation spirituelle contre l'agression rwandaise. Hier dimanche, le ministre des Droits humains a réuni différents pasteurs pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il a également invité ces derniers à prier pour le président de la République et le retour d'une paix durable dans l'est de la République. Chimène Dondo nous en dit plus. Les hommes des dieux devraient être impliqués dans la sensibilisation en rapport avec l'agression qu'est subi le pays. Pour le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, cette rencontre se veut un cadre de fraternité et de communion spirituelle. Le ministre des Droits humains conviait le pasteur à une communion autour de chefs de l'État pour trouver les voies et moyens de la restauration de la paix dans l'Est avant de dénoncer le manœuvre malveillante du Rwanda. Le ministre des Droits humains en appelle au sursaut l'orgueil patriotique des uns et des autres. Bien naturellement, la rencontre a été clôturée par des moments de prière et de recueillement. Les hommes de Dieu devraient être impliqués dans la sensibilisation en rapport avec l'agression qu'est subie le pays. Pour le ministre des Droits humains, cette rencontre se veut un cadre de fraternité et de communion spirituelle. Maître Samuel Bemba conviait le pasteur à une communion autour du chef de l'État pour trouver les voies et moyens de la restauration de la paix dans l'Est avant de dénoncer le manœuvre malveillante du Rwanda. Le ministre des Droits humains en appelle au sursaut d'orgueil patriotique des uns et des autres. Bien naturellement, la rencontre a été clôturée par des moments de prière et de recueillement. L'atelier d'évaluation annuelle 2025 des établissements de soins de santé salutistes a eu lieu ce lundi à l'hôtel du Fleuve, clôturé sous l'égide du secrétaire général à la santé publique. Les travaux ont recommandé le renforcement de l'engagement humanitaire et l'amélioration des conditions des soins. L'atelier était organisé par le quartier général territorial pour la RDC, service médical de l'armée du salut. Un reportage d'Anastasie Ndoumbo. Harmonisation du protocole thérapeutique national à travers une convention de collaboration entre l'État et l'Église, renforcement de l'autonomie des bureaux pour faciliter la rapidité de l'action et tant d'autres recommandations convenues à l'issue de cet atelier d'évaluation annuelle des établissements des soins de santé salutistes 2025, tenu sous l'égide du secrétariat général de la santé publique. Ces assises ont connu la participation de 54 représentants de 33 centres
centres de santé à travers la République, animés par 2 experts internes et 2 experts externes venus de la Suisse et des États-Unis. Le SANRU, en partenariat avec d'autres bailleurs de fonds, compte financer un projet de prise en charge en associant le numérique pour la prise en charge de ces maladies qui prennent du terrain en République démocratique du Congo. Le lieutenant Marco Herrera, coordonnateur médical mondial de l'armée du salut, a rappelé l'engagement de son église pour les actions humanitaires. Since I arrived on Friday, I was really happy to see que c'était vraiment très pertinent, n'est-ce pas, d'organiser cette évaluation. Ça permet de mesurer les performances qu'on a réalisées en 2025, mais aussi constituer la base, n'est-ce pas, des données qu'on appelle en anglais baseline pour la planification 2026. Soucieux d'améliorer ces services pour le bien-être de la population, la coordination médicale prévoit d'améliorer la qualité de ces centres de santé. Sous la conduite du gouverneur Crispin Mukendi, la population du Kasaï a réservé un accueil chaleureux à André Mbata, secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la Nation, porteur d'un message de cohésion nationale et d'unité autour des actions du président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée. Revivons les temps forts de cette mobilisation populaire avec nos envoyés spéciaux Robert Ndeye-Tusense et Turbo Chimanga. Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, écrit une belle page d'histoire politique en réservant un accueil historique au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betokome Somango et sa délégation composée du vice-ministre Théo Kazadi, des députés nationaux et sénateurs qui accompagnent le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation pour les débuts de sa tournée de redynamisation de l'Union sacrée, lui confiée par la haute autorité politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'aéroport de Chikapa a refoulé du monde. Les partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont répondu présents à l'appel du gouverneur Crispin Mukendi pour réserver au secrétaire permanent un accueil qui fera date. Il faut avoir du muscle pour se frayer un chemin. Le temps s'est donc arrêté à Chikapa ce dimanche 18 janvier 2026. Un accueil qui symbolise la reprise en main de toutes les structures de l'Union sacrée de la Nation, mais aussi la réaffirmation de la ligne politique édictée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. À la tribune, devant une impressionnante foule surexcitée, le gouverneur de province Crispin Mukendi n'a pas sa langue en poche. Il transmet fidèlement les inquiétudes de la population, mais remercie aussi le président de la République pour le début de certains projets à Chikapa et interpelle par la même occasion les gouvernements souminois pour les programmes de 145 territoires. André Mbata est ému de cette mobilisation hors du commun et remercie la population pour cet accueil. La ville de Chikapa a été transformée ce dimanche en un véritable carrefour de joie et de ferveur patriotique. Meeting terminé, démarre une longue procession reliant l'aéroport de Chikapa à la résidence du gouverneur. Tout le long du parcours, la population brandit les drapeaux et banderoles des partis politiques, exprimant ainsi leur soutien inconditionnel au chef de l'État, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Une marée humaine hors du commun. Nous tenons à remercier vivement la population de Kasaï pour cet accueil qui nous a été chaleureux. Et en fait, ce n'est pas à nous. L'accueil a été réservé, nous a été réservé parce que nous venons de la part de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette population a élu à plus de 100%. Cet accueil à Chikapa ce dimanche 18 janvier 2026 est un signe de soutien et de remerciement au président de la République pour l'élévation de leur fils Théo Kazadi au gouvernement souminois et au présidium de l'Union sacrée de la Nation. Cette tournée du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation qui commence ce dimanche 18 janvier 2026 se terminera à Goma et Bukavu car le retour de la paix est imminente avec la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La base républicaine a tenu un point de presse cet avant-midi. Au cœur des échanges, le dialogue politique et les enjeux de l'heure. Hugo Soundi, président national du parti, a réaffirmé l'attachement de la base républicaine à un dialogue inclusif, responsable et orienté vers la stabilité du pays. Il a également souligné la nécessité d'un climat politique apaisé, fondé sur l'écoute et le respect des institutions. Edith Chala.
Dans une communication politique ce 19 janvier 2026, la base républicaine fait connaître sa position sur les enjeux sécuritaires et politiques dès l'heure. Hugo Sundizala, le président de la base républicaine, analyse froidement la question allant de l'odieuse agression rwandaise en passant par les oppositions qui peinent à condamner l'agresseur jusqu'à la nécessité des pouvoirs publics d'apporter des solutions durables sans omettre de responsabiliser la communauté internationale. Le dialogue en gestation ne doit pas être un tribunal, il doit se tenir dans un cadre qui ne compromet pas l'ordre constitutionnel actuel. Des recommandations sont multiples au cours de cette communication politique, mais Hugo Sundizala et la base républicaine pensent que le dialogue sérieux devrait avoir à l'ordre du jour la question de la Constitution. Pour la base républicaine, sur les plans internes, tous les acteurs politiques doivent dialoguer sur leurs divergences citoyennes dans un débat autour d'objectifs communs. À ce jour, les débats sur la Constitution offrent les cadres les plus cohérents, permettant de tenir un dialogue républicain afin de baliser le chemin de la cohésion nationale, même si ces débats sur la Constitution semblent être un sujet interdit depuis un moment. Le président de la base républicaine a aussi tiré la sonnette d'alarme sur le fait que les accords de Washington peuvent à un moment ou à un autre diverger avec les intérêts de la République. Nous devons donc, en tant que républicains, faire en sorte de prendre en charge notre situation sécuritaire. Et puis l'éveil patriotique et le sens du savoir, c'est des mots-clés de la campagne de vulgarisation lancée par le directeur général du CNPR à l'intention de la communauté universitaire. L'UPEN a été le premier site à recevoir cette campagne dénommée Fachi Hero. Cédric Kenina nous en dit plus. Les étudiants des universités de la République démocratique du Congo en général et ceux de l'Université pédagogique nationale en particulier sont appelés à se mobiliser derrière les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet appel a été lancé par le directeur général de la Commission nationale de prévention routière CNPR, Bienvenue Mouniansumbi Lotombo, à l'occasion du lancement officiel de la campagne de sensibilisation Fachi Hero, une campagne citoyenne qui vise à éveiller la conscience patriotique de la jeunesse estudiantine et à l'impliquer activement dans les grandes orientations du pays. Je vous appelle à accompagner cette campagne de sensibilisation. Les étudiants de l'UPEN et les anciens de l'UPEN ont été les premiers à lancer la campagne Fachi Hero. Aujourd'hui, pour la défense de la souveraineté de la République, le débat est maintenant centré. Le débat est circonscrit. À ce jour, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, le débat est vraiment bien orienté. Et cela, c'est la base et le départ de la libération de notre pays. À travers Fachi Hero, les étudiants sont invités donc à devenir des acteurs du changement, des relais des valeurs républicaines et des piliers d'un Congo nouveau, fondé sur la responsabilité, l'intégrité et le patriotisme. Enfin, signature de 16 protocoles d'accord entre la province du Lualaba et quelques entreprises des Émirats arabes unis. Une signature qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération internationale et l'ouverture de la province aux investissements. Yolande Voka pour plus de détails. Dans la magnifique salle du village de congrès, la province du Lualaba a franchi une étape majeure dans le renforcement de sa coopération internationale avec la signature historique de 16 protocoles d'accord entre les entreprises semi-gouvernementales des Émirats arabes unis et le gouvernement lualabais dimanche 18 janvier 2026. Un accord de collaboration non contraignant dans divers secteurs, notamment l'agriculture, les mines, l'industrie, la santé, le sport, les infrastructures et le tourisme. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans une cordialité, symbole d'un partenariat tourné vers l'avenir. Cet accord concerne plusieurs secteurs clés susceptibles de contribuer de manière significative au développement socio-économique du Lualaba, province stratégique de la RDC, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a salué la confiance placée par les partenaires émiratis dans le potentiel du Lualaba. Elle a souligné que la signature de ces protocoles constitue un signal fort de renforcement et de stabilisation du climat des affaires
tout en ouvrant une nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique entre les deux peuples. Elle n'a pas caché sa gratitude envers son Altesse royale Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, l'émir d'Abu Dhabi et vice-président des Émirats arabes unis, d'avoir envoyé cette délégation. Le ministre émirati du commerce extérieur, le Dr Bin Ahmed, a exprimé sa reconnaissance aux autorités provinciales pour leur accueil chaleureux et la qualité des échanges. Il a réaffirmé la détermination des Émirats arabes unis à accompagner le Lualaba dans des projets structurants, tout en mettant en avant le potentiel considérable de la province cobaltifère. Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du message du gouverneur de la ville de Kinshasa. Fin de ce journal, rédigé par Gauthier Kassi sous la direction et supervision de Jacques Kababwa et Guy Matundu. Cédric Kenina était à la coordination. Simo Kankolongo, André Njeka, Derrick Silemou l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue sur notre chaîne à 23h avec Gaëtan Magalano.